Bonjour à tous et bienvenue au Gré des Vents. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un navire à l'histoire courte mais intense. Alors je n'ai pas trouvé beaucoup de sources, la plupart ne relataient que de la partie la plus connue de tous, et qui dit manque de sources dit possibilité que des infos ne soient pas précisément justes. S'il y a des spécialistes parmi vous qui ont des précisions ou des corrections à apporter en commentaire, vous êtes les bienvenus. Avant de débuter, comme toujours, générique. L'Orient, on le connaît surtout pour ça, mais on le connaît beaucoup moins pour son histoire. Installez-vous confortablement, aujourd'hui je vais vous conter l'histoire du vaisseau de ligne de 118 canons de Sa Majesté, le Dauphin Royal. Et oui, le Dauphin Royal car l'Orient ne s'est pas toujours appelé l'Orient. En effet, le vaisseau a été construit sur les plans de l'architecte naval Jacques-Noël Sanet, à l'arsenal de Toulon où il fut lancé en 1791, puis armé en 1793. Il prendra son service 2 ans suivant le lancement de sa construction. Je vous laisse imaginer la main-d'œuvre. On rappelle qu'il s'agit d'un vaisseau de ligne de premier rang, autrement dit, l'un des quelques plus gros vaisseaux en bois jamais construits, derrière les quelques exceptions de démesure comme la Santissima Trinidad espagnole. Il avoisinait tout de même les 5000 tonnes. Avec ses plus de 1100 hommes d'équipage, je vous laisse imaginer la folie. Pour vous donner un ordre de comparaison, le plus gros navire de la perfide, le HMS Victory, faisait à peine plus de 820 membres d'équipage et avoisinait les 3500 tonnes. La France ne pouvant pas miser sur la quantité, misa sur la qualité. Le Dauphin Royal fait partie de la classe Commerce de Marseille, qui est une série de 16 vaisseaux de premier rang armés de 118 canons. Ça commence à faire un sacré navire de commerce. Je ne sais pas d'où ça sort ce nom de classe, c'est sûrement du registre, fallait bien trouver un nom. La classe comptait également, le plus connu par les joueurs de Naval Action, l'Océan, qui d'ailleurs donnera officieusement son nom à la classe. Classe Océan, ça fait tout de même plus vendeur que Commerce de Marseille. Surtout qu'à l'époque, il l'avait écrit Marseille avec un S à la fin. Vraiment, y a rien qui va. Et quitte à rester dans les trucs qui vont pas, on va parler de son rapport prix-efficacité qui ne satisfaisait pas. La différence de coût pour passer de 100 à 118 canons était trop importante, ainsi que le coût pour l'équipage qui était largement grossi, ce qui, cela dit, peut être un avantage en abordage. La particularité du Dauphin Royal est qu'il a connu un moment charnière de notre histoire. Et quel moment, mesdames et messieurs, car nous parlons ici de la Révolution française. Et cela se ressent jusque dans son nom car il sera un temps renommé le sans-culotte, en référence aux manifestants de la Révolution qui portaient des pantalons à rayures et non des culottes. Comprenez des sortes de bas collants qui remontaient jusqu'aux genoux qui étaient un signe de monarchie. Les sans-culottes étaient le bas peuple militant pour une France plus égalitaire. Ce nom est donc tout un symbole de cette période, car il faisait un peu figure de la Révolution. Suivant les premières navigations, il surprend de par sa rapidité et sa manœuvrabilité pour sa classe. On rappelle que la chose fait 5000 tonnes. C'est le déplacement d'un ferry, littéralement.
Certains dires de l'époque iront même jusqu'à comparer sa manœuvrabilité à celle d'une frégate, c'est pour vous dire. De toute l'histoire de la marine à voile, je ne connais pas de bâtiment qui le surclasse, à part peut-être la Santissima Trinidad avec ses 140 canons, mais d'une qualité de fabrication apparemment très relative. Ou encore peut-être le Valmy, vaisseau de ligne français qui participa entre autres justement à montrer les limites de grandeur des vaisseaux pouvant être mus par la voile. Mais revenons à notre vaisseau de ligne de commerce là. Son nom de Dauphin Royal respire la monarchie à plein nez, évidemment. Cependant, en 1792, avec la chute de la monarchie suite à la Révolution, il est renommé le Sans-Culotte. Ah là, d'un coup, ça en jette un peu moins bizarrement, hein. Mais alors que c'est le bordel le plus total, avec toute l'Europe qui s'invite à la Révolution, alors que le vaisseau était amarré à Toulon, les royalistes assiègent puis ouvrent la ville au corps expéditionnaire anglo-hispano-napolitain. Quand certains parlent sobrement d'une période de trouble, je dirais plutôt que c'était un bordel sans nom. Le sans-culotte évite de peu son renom en Without Panties. Autrement dit, il ne sera pas capturé par la perfide, ce qui ne fut pas le cas du Commerce de Marseille, premier vaisseau de la classe. Vu qu'une emmerde ne vient jamais seule, un incendie criminel se déclare. L'arsenal est la proie des flammes et 8 vaisseaux succombent au feu. C'est à ce moment que l'Anglois, avec tout le courage qu'on lui connaît, prend courageusement la fuite à la vue de la contre-attaque républicaine. Maintenant, vous savez d'où vient l'expression « filer à l'anglaise ». Les républicains sont victorieux, au prix de la perte d'une grande partie de la flotte. Mais le sans-culotte a survécu à l'incendie. En 1795, il est confié au contre-amiral Pierre Martin, qui commandera entre autres l'escadre chargée d'aller reconquérir la Corse. Ayant appareillé de Toulon le 3 mars de la même année, il croisa, le 14 de ce même mois, une escadre anglaise au large de Gênes à qui il livra bataille. Le sans-culotte ne put s'illustrer du fait d'une avarie de barre. Il rentre le 24 mars avec la perte de 2 vaisseaux, ce qui, compte tenu de la situation, est une perte légère. En mai de cette même année 1795, il fut renommé d'un nom qu'il portera pour la postérité, l'Orient. En juillet de cette même année, le contre-amiral Martin, avec la flotte du Levant, appareille à nouveau pour en découdre avec l'Anglois, mais cette fois avec 23 vaisseaux. Le 13, il croise au large des îles d'Hyères, environ à 25 km à l'est de Toulon, l'escadre anglaise, qui n'était pas seule, avec 38 vaisseaux, accompagnés du royaume de Naples. Décidément, ces Italiens, toujours dans les coups fourrés. Bien qu'en infériorité numérique, Martin est français, donc il ne se démonte pas et fait face à l'ennemi quel qu'il soit. Le vaisseau de 74 canons, l'Alcide, périra dans la bataille, ainsi qu'une centaine d'hommes côté français. Ce fut une défaite française contre un ennemi largement supérieur en armes et en nombre. L'Orient participa à cette bataille sans pour autant s'y distinguer. L'Orient est en partie connu pour avoir été le navire amiral de Napoléon Bonaparte en personne, notamment pour l'expédition d'Égypte, comme on le voit sur cette illustration montrant Napoléon discutant avec des savants sur la dunette de l'Orient. La campagne visait à conquérir Malte et l'Égypte afin de frapper la perfide là où ça fait mal, son commerce sur la route des Indes. Et Napoléon nous a fait du Napoléon. 280 navires, dont 13 vaisseaux de ligne, 8 frégates et une flottille fluviale et embarquent au total 30 000 hommes. L'Orient en est le vaisseau de tête, commandé par le capitaine Casabianca sous les ordres du vice-amiral Bruet, avec à son bord Napoléon Bonaparte. L'Orient sera le dernier navire à quitter le port après avoir heurté le fond du fait d'une surcharge notable. Les marins de l'époque l'avaient interprété comme un mauvais présage. Le 11 juin, l'armada française tient en respect Malte et la force à capituler. L'armada se remit alors en route pour l'Égypte pour arriver en vue d'Alexandrie le 1er juillet, sans alors savoir qu'ils avaient précédé les Anglais. L'amiral Nelson qui faisait des ronds dans l'eau en cherchant l'armada française et qui à chaque fois les loupait de peu. La force expéditionnaire débarque et apporte la French Touch aux Mamelouks durant la bataille des Pyramides. Pendant ce temps, Bruet, qui se trouve dans la situation de « Si je connaissais le camp qui a fait sauter le pont »,
car il ne peut pas mettre son escadre à l'abri, car le port d'Alexandrie a lui aussi reçu la French Touch. Ouais. C'est surtout le problème du balisage qui n'est plus, qui empêche les vaisseaux de fort tonnage de s'y risquer avant tout passage d'une sonde de fond. Ayant le tirant d'eau le plus important, l'Orient est mis au mouillage plus au large, dans la baie d'Aboukir, forçant le reste de l'escadre à s'aligner sur lui pour assurer sa protection. Ce qui est jugé comme une erreur de Bruet du fait que, à cette distance, les batteries côtières du fortin d'Aboukir ne peuvent apporter aucun appui-feu à la flotte en cas d'attaque. La marge de distance avec la côte prise par Bruet est tellement importante qu'en cas d'attaque, des vaisseaux pourraient se glisser derrière la ligne. Bruet, manquant d'hommes pour la manœuvre et l'artillerie, décida de faire avec ce qu'il avait et fit former la ligne en forme de blocus, les navires amarrés les uns aux autres de proue à poupe pour empêcher tout ennemi de briser la ligne. Mais cela retire également toute capacité de manœuvre. De par le manque d'hommes, il configure son escadre en batterie flottante. Seules les batteries tribord faisant face à la mer sont armées et servies. L'Orient a rendez-vous avec sa destinée. Le branle-bas est sonné en début d'après-midi du 1er août 1798. Voile en vue. C'est l'escadre de Nelson, qui n'hésite pas un seul instant à se jeter corps et âme dans la bataille, voyant en la stratégie française de batterie flottante une formidable opportunité de les prendre à revers sans qu'ils puissent manœuvrer. Alors que la flotte française avait uniquement ses batteries tribord servies du fait du manque d'hommes, se vit prise de court lorsque les navires anglais passèrent sous le nez du guerrier pour passer sur leur bâbord, où les sabords n'étaient même pas ouverts, les canons ni chargés ni servis. Mais qu'à cela ne tienne, l'avant-garde est fortement entamée par ce feu croisé intense. Mais malgré cette manœuvre réussie, la flotte anglaise reste en difficulté. Les batteries françaises n'entendent pas se taire si facilement. Nul ne vacille. Le vaisseau anglais de 74 canons bellérophones payera cher sa témérité et fut foudroyé sur place, pulvérisé par la seule bordée de l'Orient, qui le convertit en ponton de sa seule volée tribord, et partit à la dérive en se prenant quelques bordées supplémentaires de l'arrière-garde pour la route. C'est ensuite au tour du HMS Majestic, complètement désemparé, qui échappa de peu à un abordage français. Deux vaisseaux se joignent à la flotte de Nelson. Si jusque-là le doute de la victoire était permis, il n'est désormais plus qu'une hypothèse. À bord de l'Orient, complètement débordé, qui combat désormais à 1 contre 5, Bruet est atteint une première fois, puis une seconde fois où il sera presque coupé en deux par un boulet de canon dans le ventre. Mais il refuse de quitter son poste et déclare haut et fort qu'un amiral français meurt en donnant des ordres. Puis il succombe à sa blessure mortelle. Peu après, c'est le capitaine de l'Orient qui sera mortellement touché à la tête. Des incendies se déclarent ici et là à bord de l'Orient, sous la violence des tirs focalisés des 5 navires. Tous sont maîtrisés jusqu'à celui de trop. Dans la nuit, un nouvel incendie se déclare et se propage dans la mâture. Les serments de canon de la batterie de 24 livres sont appelés sur le pont pour combattre les flammes. Mais l'eau n'arrive plus. Les boulets ennemis ont pulvérisé les bombes de cale. Dans le brasier, les seaux sont introuvables. Un ultime recours est pris en plein cœur de la bataille, noyer la Sainte-Barbe, là où est entreposée la poudre. Mais trop tard, le feu se propage trop vite, l'abandon du navire est ordonné. 1er août 1798, 22h30. Ici s'arrête l'histoire du plus puissant vaisseau de guerre français de son époque. En navire grandiose, il eut droit à une fin grandiose. Les flammes ont atteint la Sainte-Barbe. Le navire explose et souffle tout sur 100 mètres à la ronde. Les navires anglais à proximité sont presque dématés. Devant la violence de l'explosion, Français et Anglais stoppèrent le combat momentanément, à la façon de la minute de silence. Cela rend l'apparence d'un hommage et un dernier au revoir aux géants des mers, désormais éparpillés aux 4 vents. Seul Saki et une partie de son fond de cale sont partis reposer sur le fond. L'explosion fut si violente qu'elle fut entendue jusqu'au Caire. Nelson, bien que gravement blessé, montera sur le pont de son navire et ordonnera de porter assistance aux rescapés. Seuls 70 seront remontés à bord des vaisseaux anglais. Malgré la perte du navire amiral, la flotte française combattit avec encore plus d'acharnement pendant encore 12 longues heures après l'explosion de l'Orient.
Aujourd'hui, l'Orient repose à plus de 7 km de la côte par 9 mètres de fond. N'en reste que son gouvernail couvert de cuivre, encore frappé de son ancien nom, Dauphin Royal. Certains détails de l'épave permettent de se rendre compte de la violence de l'explosion. Le cuivre avait fondu sous l'intense chaleur et pas mal de débris et de nombreux canons sont éparpillés à 300 mètres à la ronde de l'épave. Concernant sa coque, il s'agit d'une coque en chêne. Les œuvres vives sont couvertes de plaques de cuivre afin de protéger la coque des effets corrosifs et d'éviter l'agglomération de la faune marine sous la ligne de flottaison. Concernant les dimensions de sa coque, de l'étrave à l'étambot, donc de l'extrémité avant à l'extrémité arrière, environ 64 mètres. Concernant le mètre-bau, donc sa largeur maximale, il fait un peu plus de 16 mètres de large, sans compter les vergues. Ça vous laisse imaginer à quel point le navire était immense, avec un tirant d'eau, donc la hauteur sous le niveau de l'eau, d'un peu plus de 8 mètres, et un franc-bord, qui est donc la hauteur de la coque au-dessus du niveau de l'eau, sans compter le gréement, de presque 9 mètres. Imaginez-vous, à côté d'un mur de 10 mètres de haut et de plus de 60 mètres de long. C'est juste colossal. Avec plus de 5000 tonnes de déplacement, donc sa masse, c'est vraiment hors du commun et même encore aujourd'hui, ça reste un colosse. En ce qui concerne son armement, il était armé, pour sa plus grosse batterie, de 32 canons de 36 livres. En seconde batterie de 34 canons de 24 livres, en troisième batterie de 34 canons de 12 livres, et enfin 18 canons de 8 livres sur le pont supérieur, ainsi que 6 caronades de 36 livres sur les gaillards d'avant et d'arrière. Le poids d'une bordée était de plus de 1300 livres. Des canons comme ceux de l'Orient avaient une puissance de feu telle que tout ce qui était dans l'axe du boulet n'était plus après son passage, du fait de sa grande vitesse initiale en sortie de bouche. Voici une illustration de la muraille de l'Orient et de l'espace entre chaque canon. Compte tenu des informations que je viens de vous donner, vous comprenez mieux pourquoi le Bellérophon s'est fait littéralement dématérialiser par une seule bordée de l'Orient. Ultima ratio regum, le dernier argument des rois. En termes d'équipage, réglementairement, les navires de la classe embarquaient 1130 hommes. C'était toute une vie qui grouillait là-dedans. Faut bien s'imaginer que c'était très exigu malgré la taille imposante du bâtiment. Les points de batterie étaient très bas de plafond comme on dirait. On ne se déplaçait que penché ou accroupi car on ne pouvait pas tenir debout. C'est d'ailleurs pour cela qu'ont été choisis ce que les Anglais appelaient les Powder Monkeys, qui étaient des enfants d'environ 8 ans chargés d'aller chercher les sacs de poudre conditionnés à la Sainte-Barbe pour les acheminer aux batteries, car ils étaient plus petits et pouvaient courir debout et se faufiler entre les servants de canon. Faut bien se dire qu'ils étaient une quinzaine d'hommes à s'activer autour de chaque canon, dont les plus gros, affûts compris, avoisinaient les 5 tonnes. Essayez de pousser un Mercedes Sprinter qui fait à peu près le même poids, vous allez galérer, même à 15. Et encore, ce serait à plat, ça bouge pas, et en plus, les roues ont des systèmes de roulement modernes, ce qui réduit la friction, comparativement aux roues des canons de l'époque, qui étaient vulgairement des anneaux de fer ou de fonte, enfilés sur un moyeu en fer, et même pas graissés. Bref, je divague sur l'océan, passons au gréement. Alors il s'agit d'un gréement 3 mâts carrés, avec tout ce qu'il faut dessus. Basse-voile, hunier, perroquet, cacatois, et même bonnette. On peut difficilement faire mieux en termes de surface de voile avec près de 3300 mètres carrés de toile. Ça commence déjà à faire une sacrée garde-robe. En conclusion, l'Orient était l'une des plus fabuleuses pièces d'architecture navale de son temps. Difficilement égalable autant en qualité nautique qu'en capacité militaire, il a eu droit à une vie courte mais intense, ayant connu les 3 marines, la royale, la républicaine puis la nationale. Le tout à cette période charnière de notre histoire. D'une forme de radoub de l'arsenal de Toulon jusqu'au fond de la baie d'Aboukir, largement dépassé par le nombre de quasiment chacune de ses batailles, sa dernière aurait eu raison de lui. Il aura eu une fin qui marqua l'histoire navale et aura vu l'empereur fouler son pont. Tant de détails
qui en font un navire à l'histoire unique et puissante. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous jugez qu'elle le mérite pour aider la chaîne à se développer si vous souhaitez apporter votre soutien. Vous pouvez également apposer votre like si elle vous a plu et commenter si vous souhaitez faire un retour constructif. Salutations à tous et puissent les vents vous être favorables.